Et je vais laisser Nicolas Friedrich pour ce mot d'accueil. Je voulais quand même d'abord vous remercier, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu bénéficier de cet amphithéâtre, de ce bel espace. Je reviendrai après sur ce qui nous lie, mais merci beaucoup et je vous laisse introduire cette journée. Merci à vous Elodie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous êtes ici dans l'un des bâtiments du groupe AGR La Mondiale. On a quelques équipes à l'étage, dans les étages, qui gèrent effectivement les dispositifs du groupe. Moi-même, je suis responsable des accords de branche, de la partie développement des accords de branche, des régimes de prévoyance et des régimes de frais de santé conventionnels. Arnaud Audiguier est présent également, qui est particulièrement responsable de tout ce qui est prévoyance pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je voulais en profiter pour vous dire quelques mots aussi sur le groupe AGR La Mondiale et puis peut-être aussi en perspective de vos débats à venir, puisque je pense que le sujet nous concerne tous et concerne beaucoup de secteurs d'activité. Nous-mêmes, nous sommes un groupe qui est très ancien, puisque la partie La Mondiale, c'est un siècle d'existence, le côté historique La Mondiale. Le côté historique AG2R, c'est plus de 50 ans d'existence. Donc vous voyez qu'on a dû traverser un certain nombre d'étapes et puis d'événements. Nous sommes un groupe qui est bien sûr un groupe privé, mais qui est un groupe à but non lucratif, paritaire. Donc ça aussi c'est important de le rappeler, paritaire, c'est-à-dire que nos patrons, ce sont des représentants des salariés et des représentants des employeurs, voilà, qui siègent chez nous. Voilà, et qui nous donnent les orientations qu'ils souhaitent donner au groupe. Donc ça, c'est particulièrement important. Sur les transformations, effectivement, ça c'est un enjeu qu'on a dans le secteur de l'assurance en général et plus particulièrement de la prévoyance vécu ces différentes années, notamment l'aspect réglementaire qui est important pour nous. Le contexte réglementaire, il y a beaucoup de réglementations. On avait une réunion d'équipe là, il y a 2 jours et on listait sur les 10 dernières années le nombre d'évolutions réglementaires sur lesquelles il a fallu s'adapter. Et donc, ça a eu forcément des conséquences pour les employeurs et ça a eu des conséquences également pour les salariés, parce que ça a changé bien sûr leur régime de frais de santé, encore récemment avec le 100% santé, et ça a changé aussi leur régime de prévoyance. Et on anticipe encore des évolutions à venir. Là, on sort d'une période particulièrement compliquée pour nous, qui était la période de pandémie et de Covid. Donc avec, effectivement, on a pu jouer à plein notre rôle d'assureur et d'institution de prévoyance, puisqu'on a pu absorber justement tous les sinistres, tous les arrêts qu'il y a pu avoir pendant cette période-là. Donc c'était, pour nous, on sort quand même de cette période un petit peu asséchée, j'ai envie de dire, en termes de capacité et de marge financière. Donc ça aussi, c'est un enjeu pour nous, de renouveler notre fonctionnement suite à ça, et de finalement d'avoir un rapport aux évolutions qui est double, qui est l'évolution subie. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup d'évolutions subies dans notre secteur, d'évolutions réglementaires, etc. Et puis aussi de l'évolution voulue, parce que nous, notre rôle justement, c'est d'aller sur l'évolution voulue, et donc de trouver des nouveaux éléments pour la couverture des salariés. Notamment, on a été précurseur à un moment donné d'un produit sur la dépendance, pour vous donner l'exemple, qui s'appelait Saphir. Dans les années 2000, on a créé Saphir, qui est un produit de dépendance. Vous voyez, 20 ans plus tard, la dépendance, le sujet est toujours pas réglé. Nous, on intervient en complément de la sécurité sociale, donc effectivement, c'est pas de faire ce que fait très bien la sécurité sociale, c'est pas de refaire ce que font très bien les pouvoirs publics. Au mieux, c'est de relayer, pour le faire savoir ce qu'ils font, de relayer ce qui existe auprès des salariés et puis des entreprises, des employeurs. Après, nous, là, on est plus fiers dans notre transformation, c'est pas de se transformer en réaction à, mais c'est d'anticiper. Je vais prendre un exemple, on est très présent sur toute la partie prévention, accompagnement, je dirais, amont, notamment de la prévoyance. Et on a mis en place dans quelques régimes, par exemple frais de santé, on a mis en place un dispositif qu'on appelle les 1000 premiers jours. Donc ça, c'est issu d'études internationales qui dit voilà, ce qui est important pour la vie d'une personne, finalement, c'est les 1000 premiers jours, parce que ça va être un marqueur sur toute sa période de vie humaine, finalement, dans le futur. Donc les 1000 premiers jours, c'est quoi? C'est finalement avant la naissance, quand même. Les parents, comment ils se comportent avant la naissance, c'est bien sûr la naissance, et puis c'est les quelques mois après la naissance, le suivi
immédiat du nourrisson. Et ce conseil des 8 premiers jours qu'on a mis en place dans nos contrats, on a été très contents parce que maintenant les pouvoirs publics l'ont récupéré. Et c'est un dispositif, vous tapez 1000 premiers jours sur Internet, vous tombez sur un site du gouvernement qui va vous expliquer finalement tout l'intérêt qu'il y a à avoir une vigilance particulière pendant ces 1000 premiers jours. Et c'est quelque chose qu'on a mis en avance de phase dans nos contrats. Et donc finalement c'est ça nous, qui nous impulse. C'est pas uniquement de répondre aux problématiques réglementaires, c'est pas uniquement de répondre aux problématiques assurantielles de remboursement de prestations ou de frais de soins, c'est d'aller au-delà pour anticiper, pour aller sur de la prévention et pour aller aussi sur des dispositifs un peu innovants que la sécurité sociale ne peut pas appréhender dans l'immédiat parce que il y a tout un process lourd d'agrément quand on met en place un nouveau dispositif au niveau de la sécurité sociale. Notamment, on a un dispositif d'imagerie médicale 3D qu'on a mis en place, qui nous semble un dispositif absolument indispensable, qui est en fait une visualisation qu'on peut faire, par exemple, avant une opération d'un cancer, une visualisation interne du patient qui coûte 600-700 euros. Donc vous imaginez, c'est pas un coût énorme par rapport à tout le bien qu'on peut en tirer si l'opération se passe bien et qu'on peut avoir une visualisation en amont. Mais la sécurité sociale ne peut pas le prendre en charge aujourd'hui parce qu'il faut mesurer le service rendu médical et cette mesure, elle ne peut pas être faite du jour au lendemain, c'est forcément des études à moyen long terme. Voilà, donc ça c'est des sujets sur lesquels on est particulièrement présents et du coup fiers de pouvoir intervenir au-delà de notre rôle finalement d'assureur classique. Et c'est ça les enjeux qui nous font vibrer, j'ai envie de dire, au niveau du groupe AG2R mondial, et notamment des accords de branche, puisque là on peut aller encore au-delà, puisqu'on va cibler auprès des populations couvertes dans les branches, au-delà de ce qu'on peut faire de manière globale, sur des besoins spécifiques dans ces branches que nous suivons. Parce que bien évidemment, les activités sont différentes, les pathologies peuvent être différentes, et il y a nécessité du coup de compléter le dispositif, je dirais, mis en place au niveau du gouvernement, les dispositifs de base. Il est nécessaire de les compléter pour répondre aux problématiques spécifiques des salariés et des employeurs dans certains secteurs. Voilà, j'espère avoir un peu posé le débat. Merci encore Elodie, et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous et à tous. Vous avez parlé d'évolution subie, d'évolution choisie, ça aurait pu être aussi l'intitulé de la journée, enfin de la matinale. Pour rebondir, c'est vrai que c'était d'autant plus important pour nous que vous soyez là et que vous soyez impliqués dans l'organisation de la matinale, que vous êtes notre assureur de la branche sur la prévoyance. Et je ne sais pas si toute la salle le sait, mais en tout cas, on est confronté depuis 2 ans, vous m'avez dit, à un déficit qui reflète et qui est le signal fort d'une souffrance dans nos équipes, qui est due notamment, surtout à l'augmentation des arrêts longue maladie. Mais voilà, ça nous invite aussi, cet état de fait, cette nouveauté, à devoir réfléchir collectivement à la façon dont on s'empare de ce sujet pour améliorer le bien-être de nos équipes. Merci. Alors je vais pas faire un long discours puisqu'on a vraiment voulu que cette matinale soit un espace d'échange. Je voulais juste poser deux éléments en introduction. Le premier, c'est de rappeler pourquoi on a voulu rédiger et diffuser un plaidoyer qui a d'abord été une initiative au sein de notre comité exécutif et puis que nous avons partagé largement avec des débats très fort au sein du conseil d'administration, fort dans tous les sens du terme. Il a été diffusé en avril dernier et vous pouvez le consulter, on l'a imprimé spécialement à l'occasion de la matinale. Ce qu'on a voulu faire, alors d'abord, pourquoi un plaidoyer en ce moment parce que ça nous paraissait important. On a vraiment une conjonction là, de planètes qui est intéressante, c'est qu'à la fois 2018-2022, 4 ans. On a 4 ans qui nous permettent d'avoir des éléments d'appréciation des impacts de la réforme dans nos structures, dans nos organisations. Donc ça, voilà, on a de la matière à partager. Et puis deuxième chose, on est au début d'un quinquennat, donc ça nous semblait évidemment crucial de pouvoir porter un certain nombre de réflexions et de propositions pour ce gouvernement qui va construire sa feuille de route en matière de politique emploi et formation. Donc ça, c'est le pourquoi maintenant.
Sur le contenu, les 3 objectifs essentiels qu'on a voulu à travers ce plaidoyer, c'est à la fois, c'était important pour nous de rappeler qu'on est d'abord un secteur professionnel, assez spécifique puisqu'il est au service des autres secteurs d'activité dont on mesure les enjeux en ce moment. La deuxième chose, c'est que, c'est ce que je disais précédemment, on voulait porter aussi notre vision, notre regard sur la formation et apporter un regard critique sur la réforme. Et puis la troisième chose, on voulait absolument traduire des propositions qui soient lisibles, appropriables et traduisibles en actions concrètes par un législateur ou par les décideurs. Donc voilà les trois objectifs qu'on a poursuivis à travers le plaidoyer. Sur le premier point, sur le fait nous, en tant que secteur, où on en est, je vais être assez brève. On le sait, on a été impacté par la réforme 2018, par la crise sanitaire, et puis comme tous les autres secteurs d'ailleurs, par les évolutions technologiques. Sur la réforme, je dirais que peut-être les trois éléments, et là encore je suis très brève, qui nous ont particulièrement impactés, c'est le développement massif de l'alternance, les nouvelles formes d'achat qui sont notamment traduites à travers la mise en place et le déploiement du compte personnel de formation. Et puis enfin, l'évolution des dépenses formation des entreprises pour les salariés. Donc ça, c'est 3 éléments de la réforme qui sont très impactants parce qu'elles modifient bien sûr notre écosystème et puis la relation qu'on peut avoir avec nos différents clients. Concernant les mutations technologiques, qui là aussi, bien sûr, traversent tous les secteurs. Pour le nôtre, elles se traduisent à la fois par plus de concurrence. On a des nouveaux entrants sur le marché de la formation qui ont des modèles économiques qui sont très différents des nôtres. Ça, c'est un premier impact. On a aussi une augmentation en tout cas une modification forte de la relation avec nos financeurs qui ont tous développé des nouvelles plateformes avec une dématérialisation qui s'est accélérée. Et ça a des impacts très forts sur nos fonctions support, notamment nos assistantes de formation qui voient les charges croissantes. Et puis surtout, bien sûr, ça impacte notre offre puisque ça nous invite pour mieux répondre, pour répondre différemment en tout cas, autant à nos financeurs qu'à nos usagers, ça nous invite à revoir nos ingénieries pédagogiques, nos ingénieries de parcours, et puis à inventer de nouveaux espaces d'apprentissage. Donc voilà, nous sommes très impactés, ça a des effets importants pour tout le secteur, mais surtout pour les TPE-PME, qui doivent du coup répondre à différents enjeux. Le premier, et on l'a rappelé à plusieurs reprises, en faisant venir aussi des experts, des consultants qui interviennent auprès de nos équipes et auprès de nos dirigeants. Le premier enjeu pour un organisme de formation aujourd'hui, c'est de réfléchir à son positionnement stratégique face à cette modification profonde du système et face à l'émergence finalement de plusieurs marchés. Donc, ce qui nécessite de revoir à la fois la stratégie de développement, la stratégie pédagogique, et puis à construire une approche et une offre dédiée, spécifique aux cibles qu'il a choisies. Un deuxième enjeu qui est lié forcément de manière très, très étroite, c'est l'enjeu de sécurisation des revenus, sécurisation selon les différents marchés sur lesquels il a fait le choix de s'investir et de se diriger. Sur le deuxième point, l'analyse de la réforme, donc là aussi, sans aller dans le détail, et puis vous avez le plaidoyer pour aller un peu plus loin, je dirais qu'il y a trois éléments de critique au sens large du terme. Il y a d'abord la monétisation du CPF, qui pour nous a engendré, disons, quelques effets pervers, en tout cas négatifs. Le premier, c'est quand même le développement de stratégies marketing très offensives, voire agressives. La deuxième, c'est que ça, et ça on l'a vu beaucoup dans la presse, c'est bien sûr la multiplication des fraudes. Donc la Caisse des dépôts s'est emparée des sujets, mais c'est vrai que ça a un impact très très négatif pour toute l'image de la profession. Donc pour nous, c'est important aussi qu'on s'empare de ce sujet pour re-questionner et revisiter peut-être la qualité de la formation, peut-être autrement.
La deuxième chose, c'est le développement massif de l'apprentissage. Nous sommes favorables au développement de l'apprentissage, bien sûr. Peut-être ce qui nous interroge, c'est finalement de savoir à qui ça a bénéficié. Est-ce que ça a permis de toucher de nouveaux publics? Et est-ce que ça a permis surtout de construire des passerelles pour ces publics vers des niveaux de qualification supérieurs, pour une entrée dans le marché du travail qui soit véritablement sécurisée? Ça pose aussi la question, l'apprentissage, selon nous, on est au milieu du gué. C'est-à-dire que la ligne de partage entre organismes de formation et CFA, pour l'instant, elle n'est pas clarifiée. Le troisième élément de la loi sur lequel je voulais revenir, c'est le sujet des transitions professionnelles. C'est un sujet qu'on porte très fortement, celui de la demande sociale, celui du libre accès à tout individu à la formation de son choix. Et selon nous, le sujet des transitions professionnelles, là aussi, n'est pas abouti. C'est-à-dire que ça reste très complexe pour un individu, pour une personne, de construire son projet, de trouver le financement adéquat et de se repérer dans l'ensemble des dispositifs qui préexistent sur le sujet. On a une étude de France Compétences, enfin 2 études d'ailleurs, sur les trajectoires professionnelles qui nous donnent des éclairages très intéressants et qui déconstruisent et qui proposent d'ailleurs des éléments sur la construction de futures politiques publiques sur le sujet. Et on y reviendra bien sûr dans les tables rondes. Et puis globalement, et ça c'est quelque chose qu'on rappelle, je crois, dans toutes nos interventions, notamment avec les pouvoirs publics, c'est que pour nous, le grand vide dans cette loi, et ce que nous regrettons beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas d'évaluation. En tout cas, pas d'évaluation, je dirais, qualitative. On a une loi qui a mobilisé des milliards. Elle a été traversée par la crise sanitaire. Donc, à notre sens, c'est normal qu'il puisse y avoir peut-être des écarts entre ce que le législateur a pensé et puis la façon dont les différents acteurs, que ce soit les organismes de formation ou nos partenaires institutionnels, s'en sont emparés. Mais c'est important justement de mesurer ces écarts, de voir, et puis surtout de voir l'impact pour les usagers et pour les pratiques des bénéficiaires. Donc ça, c'est un manque pour nous qui est regrettable et nous plaidons très, très régulièrement pour qu'il y ait un véritable travail d'évaluation globale qui soit qui soit le fruit d'une concertation collective. Peut-être dernière chose pour ce qui est de la loi et dans les messages qu'on veut porter aux décideurs, c'est le fait qu'il y a reprise économique, et on s'en réjouit, mais peut-être que ça nous permet de poser collectivement aussi la question de comment orienter les politiques emploi-formation, comment réenvisager les dispositifs en place pour que cette reprise ne crée pas un renforcement de la fracture sociale en laissant finalement les plus éloignés sur le carreau. Alors le deuxième point que je voulais évoquer, c'est celui de la campagne. Pourquoi une campagne Parlons formation? En fait, on ne voulait pas que le plaidoyer soit une fin, soit une fin en soi. On voulait au contraire que ce soit un point de départ. Et parce qu'on porte systématiquement cet enjeu de concertation nationale, concertation locale, entre nous, avec les décideurs, avec les financeurs, on voulait être cohérent aussi, et du coup que ce plaidoyer soit l'occasion d'engager justement des réflexions sur les territoires notamment, et qu'on puisse finalement s'alimenter donc jusqu'à cette matinale, mais qui, elle non plus, n'est pas une fin. Et donc ce qu'on a fait pour ça, c'est que plusieurs choses. La première, c'est qu'on a souhaité que des experts nous rebondissent finalement sur notre plaidoyer et nous fassent part de leur regard. Donc il y a Vincent Cibois qui nous a fait le plaisir de contribuer, et Jean-Marie Lutringer qui a également fait une tribune qu'on publiera bientôt. Donc pour nous, c'était important d'avoir ce regard extérieur, critique, sur notre plaidoyer. On a aussi organisé des rencontres sur les territoires. On a réuni plus de 100 participants sur ces différentes rencontres régionales. Et là, l'objectif, c'était à la fois d'avoir les retours de nos adhérents pour qu'ils nourrissent les contributions, pour vérifier avec eux aussi qu'on répondait bien à leurs enjeux, à leurs préoccupations du quotidien. Et puis, sur certains territoires, et je pense notamment à la dernière rencontre en Nouvelle-Aquitaine, c'était très intéressant, il y avait tous les financeurs du territoire qui étaient présents. Et moi, j'étais très, très agréablement surprise de voir que finalement,
Alors ça confortait l'importance de la concertation, donc pas de surprise sur le sujet, mais j'étais impressionnée de voir que finalement le fossé n'est pas grand, qu'il suffit souvent de se parler et que finalement les contraintes qu'on identifie nous en tant qu'organisme de formation, finalement ce sont les mêmes qui sont exprimées par les financeurs. Donc ça c'était très riche et puis on reviendra là-dessus et on fera aussi des communications sur ce retour, sur ces contributions territoriales. Et puis enfin, et ça m'amène à aujourd'hui, on a souhaité une concertation et un moment de débat. C'est l'objet de cette matinale. Et on l'a construite de manière à ce qu'il y ait véritablement de l'échange entre les intervenants. On a 2 tables rondes et puis bien sûr de l'échange avec vous. Donc les 2 tables rondes seront vraiment consacrées on a voulu qu'elles portent sur des sujets structurants et qu'elles nous ouvrent des perspectives. Alors la première a pour objectif de s'interroger, et je ne vais pas en dire trop Mathieu, de s'interroger sur l'articulation entre la demande sociale d'un côté et puis ce qui relève de l'intérêt collectif de l'autre. Donc ça c'est l'objet de la table ronde numéro 1. Et la deuxième, l'idée c'était de s'interroger et de creuser ce que peuvent être nos espaces de liberté, nos capacités d'action. On est dans un contexte difficile, je le disais, on a des équipes quand même qui sont aujourd'hui qui sont exténuées, on a de fortes difficultés de recrutement, mais aussi de fidélisation. Et en même temps, donc on a une demande forte adressée au pouvoir public pour nous aider en termes d'investissement, pour nous aider aussi sur le volet recherche et développement. Mais on sait qu'on a aussi des espaces qui nous appartiennent, des espaces d'invention, de création, sur le sujet des collaborations. Donc ça sera l'objet de la table ronde numéro 2, la seconde table ronde. Voilà, je finirai en conclusion par quelques remerciements. Donc de nouveau, Nicolas Friedrich, un grand merci pour votre accueil. Merci à tous d'être là, merci pour votre engagement. Merci à l'équipe, Claire, Jade. Jade, où es-tu? Elle n'est pas là, Jade? Bon, un grand merci à elle, parce que c'est elle qui a été la petite fourmi pour l'organisation de cette journée. Merci à Céline. Pareil, je crois qu'elle elle veille à ce que tout se déroule bien. Un grand merci aussi à Erwan, qui n'est pas là, mais qui est par les ondes pour communiquer sur cet événement. Un grand merci à David et à toute l'équipe Exopé. Notre partenaire, mais je dirais plus que ça. Alors, j'ai forcé à l'expression compagnon de route, parce que le Synoptes serait pas là sans Exopé et sans son soutien, mais il ne serait pas là non plus sans cette émulation quotidienne et ces débats qui nous animent en permanence. Et puis merci, et je suis ravie de la rencontre avec Mathieu, qui va avoir le privilège, l'honneur, je ne sais pas, en tout cas, on a la chance que ce soit toi qui anime les 2 tables rondes qui vont suivre. Donc merci beaucoup à toi et pour tout le travail que tu as fait en amont de cette matinale.